Alors, pour cette dernière séance de la matinée, nous allons écouter Grégoire Lebst, qui est doctorant en train de finir sa thèse à l'Université de Paris 4, sous la direction de Jean-Baptiste Rosy. Il travaille sur l'ontologie des objets ordinaires et défend une position, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, qu'on peut qualifier de néo-carnapienne, inspirée en grande partie des travaux d'Amy Thomasson. Et il va aujourd'hui nous présenter un exposé intitulé « Pourquoi la métaphysique ne doit pas être révisionniste ». Bien, bonjour à tous. Alors je remercie vivement le professeur Tiercelin, ainsi qu'Alexandre Declos et Jean-Baptiste Guillon pour leur invitation. Je suis ravi d'être ici. Alors avant de commencer, j'aimerais faire deux très rapides remarques préliminaires. D'abord, le titre est bien au conditionnel, hein, comme le livret ne l'indiquait pas. Je n'aurais jamais osé le formuler dans un mode aussi brutal que l'indicatif, je ne suis pas assez sûr de moi pour ça. J'ai toujours ressenti un profond scrupule face à la métaphysique révisionniste, et c'est simplement à ce scrupule que j'ai essayé de donner forme ici. Mais si quelqu'un arrive à me convaincre qu'il n'y a aucun problème avec la métaphysique révisionniste, je serai le plus heureux des hommes. Et la deuxième remarque à faire rapidement, c'est quelque chose qui m'est venu lors d'une discussion passionnante que j'ai eue ce matin au-dessus du café avec Baptiste Le Bihan. C'est que je ne prends pas dans ma ligne de mire ici la métaphysique révisionniste qui se fonde sur la physique, pour la physique contemporaine, pour essayer de mieux cerner, de réviser nos concepts pour les rendre plus proches de la structure que possède effectivement la réalité. Je prends plutôt pour cible la métaphysique révisionniste qui se pratique depuis le fauteuil, disons, et qui a pour but de résoudre des paradoxes métaphysiques. Donc c'est la métaphysique, il faut le dire, mainstream, telle qu'elle est pratiquée par Sider, par Van Inwagen, par beaucoup d'autres. Alors, mon point de départ, c'est que la métaphysique a affaire à des concepts. Ça, il faut me l'accorder pour que ça marche, mais je pense que ce n'est pas très difficile à accorder. Je ne veux pas dire que la métaphysique ne parle pas du tout du monde. Évidemment, la métaphysique traite du monde. Les métaphysiciens diront tous nous essayons de cerner l'être en tant qu'être, la structure ultime de la réalité. Oui, mais je pense que c'est par la médiation de concepts qui nous jettent vers le monde que les métaphysiciens font ça. C'est-à-dire que le métaphysicien ne prend pas sa loupe, son microscope ou son télescope pour récolter des données empiriques. Il a affaire de manière immédiate à des concepts. Alors, quels concepts ? Eh bien, certains sont internes au domaine de la philosophie elle-même, sont créés sur des philosophèmes, comme le concept de Tropsch, et d'autres sont empruntés à d'autres domaines. Alors, il y en a qui sont empruntés à la science, comme celui de loi fondamentale. Alors là, si on objecte que les scientifiques eux-mêmes ne parlent pas du concept de loi fondamentale, mais seulement formulent des lois fondamentales, je dirais oui, mais la signification du concept de loi fondamentale est totalement parasitique, dépendante de ces lois elles-mêmes. Donc, c'est quand même un concept qui vient du domaine de la science. D'autres concepts sont empruntés à un autre domaine, celui du langage ordinaire, celui de personnes. J'aurai l'occasion de parler d'autres concepts comme ça. Donc, un langage pré-philosophique, pré-scientifique, celui que nous parlons couramment dans la rue. Et d'autres concepts se situent à l'intersection de ces deux langages, comme celui de causalité. Alors, la révision métaphysique consiste à réviser certains de ces concepts. Je sais que les métaphysiciens révisionnistes disent « nous voulons réviser le sens commun ». Un point essentiel de mon argument, ça va être d'essayer de montrer que ce n'est pas tout à fait exact. Ce que révisent avant tout les métaphysiciens révisionnistes, ce sont des concepts. Mais lesquels ? Pas ceux qui viennent de la science. Prétendre corriger un scientifique depuis le fauteuil paraît très absurde, ce qui ne signifie pas que les métaphysiciens n'ont pas à charge d'essayer de mieux comprendre ou d'interpréter ce que nous disent les scientifiques. Mais pour ça, il faut commencer par prendre comme un donné ce que nous disent les scientifiques. Par ailleurs, essayer de modifier les concepts qui viennent de la philosophie elle-même, discuter de la meilleure manière de les comprendre, me semble ne pas relever d'une révision à proprement parler, ou alors une révision en un sens très atténué. Il me semble que ce que les métaphysiciens révisionnistes essayent systématiquement de faire, c'est de réviser les concepts qui viennent du langage ordinaire. C'est ce qui les rend révisionnistes. Et je vais essayer de présenter un argument visant à montrer que cette entreprise est vouée à l'échec parce que, par définition, la méthode de la métaphysique révisionniste est inadaptée à cet objectif. Alors, première partie, analyser versus stipuler. Les métaphysiciens révisionnistes ne disent pas toujours tout ce qu'ils font. Donc, je vais essayer de montrer que les métaphysiciens descriptifs ou descriptivistes emploient une méthode d'analyse et que ceux qui sont révisionnistes emploient une méthode de stipulation. C'est le point de départ, commencer à comprendre ce qu'ils font pour ensuite essayer d'établir si ça peut fonctionner ou pas. Alors, on peut commencer par quelques citations classiques pour ancrer le discours. Le locus classicus de cette distraction, c'est évidemment Peter Strawson.
La métaphysique descriptive, dans une traduction approximative, la métaphysique descriptive se contente de décrire la structure actuelle de notre pensée à propos du monde, et la métaphysique révisionniste s'attache à produire une meilleure structure. Alors, cette distinction a été interprétée de diverses manières par les métaphysiciens révisionnistes ultérieurs. On a par exemple Derek Parfit, au début de son livre Reasons and Persons, qui dit la chose suivante. J'ai un grand respect pour la philosophie descriptive, mais par tempérament, je suis un révisionniste. Sauf dans mon ennuyeux premier chapitre, où je ne peux m'empêcher de répéter des choses qui ont déjà été établies, j'essaye de mettre en cause ce que nous supposons. Les philosophes ne devraient pas seulement interpréter nos croyances, lorsqu'elles sont fausses, ils devraient les changer. Donc il me semble qu'il y a deux informations à retenir ici, c'est que ce que dit vouloir réviser Parfit, ce sont nos croyances, et c'est ça qu'on entend par sens commun, c'est le sac de toutes nos croyances et nos intuitions concernant ce qui nous semble vrai intuitivement. Donc ce qu'il prétend réviser, ce sont nos croyances, ces croyances, il prétend les changer purement et simplement. Alors ce deuxième point a été nuancé par des révisionnistes ultérieurs. On a un révisionniste plus récent, très talentueux, Thomas Satig, qui dit chercher un équilibre entre la transformation du sens commun et la métaphysique fondamentale. Il ne s'agit pas de purement et simplement changer le sens commun quand il est faux, non, il s'agit de le respecter dans une certaine mesure, même quand il est inadéquat, et de le contrebalancer par la métaphysique fondamentale. Typiquement, un équilibre entre les croyances prémétaphysiques et la théorie métaphysique fondamentale, fondationnelle, est recherché. La manière dont je cherche à établir un tel équilibre dans le domaine concerné est de donner une sémantique métaphysique des énoncés ordinaires qui expriment le contenu propositionnel de nos croyances préphilosophiques basiques et de nos intuitions à propos des objets ordinaires. Une sémantique métaphysique des énoncés qui expriment notre conception de sens commun des objets, toujours ce sens commun. Les conditions de vérité absolument fondamentales sont aussi illusoires qu'un accord parfait avec toute notre conception de sens commun. L'objectif peut seulement être le meilleur accord possible du sens commun avec une métaphysique raisonnablement fondamentale. Donc là, il y a un point d'accord avec Parfit, c'est que ce qu'il faut réviser, c'est le sens commun. Puis il y a aussi un point de désaccord, c'est qu'il ne s'agit pas de le bouleverser, de le remplacer purement et simplement quand il est faux, il s'agit de trouver un équilibre entre le sens commun et la métaphysique fondamentale. Alors, je n'ai pas vraiment d'objection à la révision du sens commun. Le sens commun, les intuitions qu'on a, après tout, ça peut très bien être trompeur. On pense spontanément, on pensait que des éléments pouvaient être absolument simultanés. La physique contemporaine nous dit que non, que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'objection particulière. Mais je pense que le problème vient de ce que, en réalité, quand on regarde ce que font, pas ce qu'ils disent faire, mais ce que font les métaphysiciens révisionnistes, ce n'est pas exactement nos intuitions ordinaires qu'ils révisent, ou pas seulement. C'est nos concepts ordinaires. C'est pas pareil. Je prends cet exemple de Parfit qui redéfinit l'identité personnelle. Parfit dit, nous pouvons dire qu'il y a suffisamment de connexions, c'est-à-dire de connexions psychologiques, pour l'identité personnelle, si le nombre de connexions psychologiques sur n'importe quelle journée est au moins la moitié du nombre de connexions directes qui existent sur tous les jours dans la vie de à peu près n'importe quelle personne. Donc, il y a un pourcentage fatidique, 50% de connexions psychologiques. Tant que je suis au-dessus de ce pourcentage, je demeure, tant que ma vie psychologique est continue à plus de 50%, je demeure le même, mais dès que je passe à 49,9%, je deviens quelqu'un d'autre. Eh bien, il me semble qu'une telle thèse, c'est un exemple de thèse révisionniste, on en verra d'autres, une telle thèse ne contredit pas nos intuitions, ou pas seulement, elle contredit le sens de ce que nous entendons ordinairement par personne et par identité personnelle. Quand on dit que cette personne est toujours la même personne, ou quand on réidentifie une personne comme la même et qu'on l'exprime verbalement, ce n'est pas de ce type d'identité qu'on parle. C'est-à-dire, quand on dit qu'une personne a cessé d'être la même, sur la base de cette définition, le mot « même » n'a pas le même sens qu'il a d'habitude. On ne considère simplement pas, dans la vie préphilosophique, qu'une personne cesse d'être la même quand elle perd sa connexion psychologique fatidique. Donc je tiens à cette distinction. La collection de nos intuitions concernant ce qui paraît vrai ou faux, le sens commun, n'est pas la même chose que l'ensemble de nos concepts préphilosophiques et préscientifiques, avec le sens qu'ils ont, qui constitue le langage ordinaire.
Alors, une fois qu'on a distingué sens commun et langage ordinaire, on peut distinguer plus précisément la métaphysique descriptive de la métaphysique révisionniste. La méthode de la métaphysique descriptive est, me semble-t-il, l'analyse. C'est-à-dire que la métaphysique descriptive prend pour objet un certain concept, alors, en l'occurrence pré-philosophique, puisque c'est le cas qui nous intéresse, des concepts qui existent dans le langage ordinaire ou dont le sens est totalement parasitique sur des concepts celui de concepts qui existent dans le langage ordinaire. Exemple, identité, vague, personne. Et l'objectif de la métaphysique descriptive est de montrer qu'une fois que ces concepts sont bien compris, les problèmes philosophiques, les paradoxes qu'ils paraissaient poser, se résolvent, qu'en réalité, l'inconsistance apparente de ces concepts ne provient que de notre mécompréhension de ces concepts et éventuellement des idées philosophiques que nous projetons sur eux. Alors ça, c'est une conception de la philosophie qui a été celle de Wittgenstein, d'Austin, de Ryle, même si Wittgenstein, à la fin de sa vie, aurait sans doute hurlé si on l'avait traité de métaphysicien. Si on définit la métaphysique descriptive comme ça, je pense que c'est ce qu'il faisait. Et en tout cas, c'est clairement ce que, plus récemment, Amy Thomasson a caractérisé comme la métaphysique descriptive. Alors évidemment, j'y reviendrai si j'ai le temps, cette manière de faire de la métaphysique suppose peut-être un acte de foi qui consiste à supposer que nos concepts ordinaires sont en réalité consistants. S'ils sont bien compris, alors les paradoxes qui paraissent posés disparaissent. Alors un exemple de telle analyse conceptuelle me semble être fourni par l'article de Russell qui s'appelle Vagueness. Dans cet article, Russell prétend analyser, comprendre philosophiquement ce que nous entendons déjà dans la langue pré-philosophique ordinaire quand nous disons que quelque chose est vague. Et Russell dit la chose suivante, on dit qu'une chose est vague, par exemple qu'une photographie est vague, quand il n'y a pas de relation bijective entre les éléments, entre les termes de cette photographie et les termes de ce qui est photographié, et entre les relations de cette photographie et les relations qui existent dans ce qui est photographié. C'est-à-dire il y a moins d'informations dans la représentation que dans le représenté. Et dans ce cas, on dit que cette représentation est vague. Et à l'inverse, une représentation est précise quand il y a une bijection entre les éléments, les termes et les relations dans cette représentation avec les termes et les relations dans la réalité. Par exemple, si je prends une grande feuille de papier, je fais un point dessus, et je dis « ceci est une représentation de cette salle avec tout ce qu'elle contient », ce n'est pas forcément de l'art conceptuel, c'est une représentation extrêmement vague de cette salle. Et alors si je rajoute peu à peu des points, en les disposant de telle manière que leur disposition respecte les relations qui existent entre les éléments réellement existants dans cette salle, et à mesure que je rajouterai des points, la représentation sera de moins en moins vague, jusqu'à ce qu'à chaque point corresponde un élément ontologique dans la salle, plutôt l'inverse, jusqu'à ce que chaque élément corresponde à un point sur la feuille, et à chaque relation dans la salle, une relation sur la feuille, et à ce moment-là, on pourrait poser la feuille sur la salle, tout correspondrait exactement, la représentation ne serait plus vague du tout, elle serait absolument précise. Russell dit voilà ce que signifie le vague dans le langage ordinaire, c'est quand une relation entre une représentation et un représenté telle qu'il n'y a pas de bijection entre eux. Et de cette analyse purement conceptuelle, Russell tire des conséquences métaphysiques. Russell dit si c'est ça le vague, il n'y a de sens à appliquer ce concept qu'à une représentation. Par exemple, à une photographie, un dessin, du langage. Il n'y a pas de sens à dire que le monde est vague, parce que le monde n'est que ce qu'il a, dit Russell d'ailleurs dans cet article. Le monde ne se dédouble pas en représentant et représenté. Donc il n'y a pas de vague ontique. Alors, petite parenthèse qui me paraît intéressante, il n'y a pas de vague ontique, c'est une thèse dominante aujourd'hui chez les métaphysiciens. En général, les métaphysiciens disent non, il n'y a pas de vague ontique parce que le monde n'est pas vague, il est précis. Et Russell aurait dit il n'y a pas de vague ontique parce que le monde n'est ni vague ni précis, parce que vague et précis, c'est des qualificatifs qui n'ont de sens qu'appliqués à une représentation. Donc voilà un exemple, je crois, d'analyse conceptuelle qui débouche sur des conséquences métaphysiques, et je crois que c'est cette méthode qui est celle de la métaphysique descriptive. La métaphysique révisionniste procède autrement. Elle ne se fonde pas sur l'analyse, mais sur la stipulation. Donc elle prend aussi un concept préexistant dans le langage ordinaire qui paraît donner lieu à des problèmes philosophiques, à des paradoxes, mais elle ne part pas du principe que ce concept est en réalité consistant, si on le comprend bien. Elle admet que ce concept pose problème, et elle part du principe qu'on peut essayer de résoudre, ou au moins d'atténuer ces problèmes, en changeant la signification de ce concept, en le comprenant autrement. Alors,
comment juger de la valeur d'une stipulation? Alors ici, c'est un calcul coût-bénéfice qui entre en jeu. Évidemment, les métaphysiciens révisionnistes diront toujours, oui, telle théorie a certains avantages, certains désavantages, telle autre a d'autres avantages, d'autres désavantages. Comment est-ce qu'on tranche entre les deux? Eh bien, en essayant d'estimer leurs coûts et leurs bénéfices. Alors le problème, c'est que les bénéfices possibles et les coûts possibles sont divers, et parfois, certaines théories sont meilleures que d'autres à certains égards, mais pas à d'autres égards. Donc, elles ne sont pas absolument meilleures. Donc ça pose un problème de méthode. Mais, en tout cas, c'est, je crois, la méthode qui est classiquement celle de la métaphysique révisionniste. Alors, comme je vais donner un exemple de ce que peut faire la métaphysique descriptive, je vais donner un exemple de ce que peut faire la métaphysique révisionniste. Dans un article de 2016, Marc Jagot dit « Le concept d'objet ordinaire, qui est dépendant des concepts d'objets ordinaires, table, personne, chaise, arbre, ce concept pose problème, et pose des problèmes, notamment pose le problème du fondement, grounding problem. Quand on a deux objets qui paraissent coïncider, par exemple une statue et la motte d'argile qui la constitue, on est embêté parce que ces objets paraissent absolument coïncidents, et donc on a envie de dire qu'ils sont identiques, mais d'un autre côté, ils ont des propriétés modales différentes. Si je les crabouille, je détruis la statue, mais pas le bloc d'argile. Et donc, il y a le problème du fondement qui se pose, qui est de demander ce qui fonde la différence entre les propriétés modales de ces deux objets, s'ils sont identiques à tous égards, si ce n'est par leurs propriétés modales. Et Marc Jagot dit, pour résoudre ce problème, on peut choisir d'entendre le concept d'objet ordinaire de la chose suivante. Par exemple, prenez cette écharpe, je dis qu'une écharpe est un faisceau, cluster, d'instances de propriétés. Être rouge, être en laine, être doux, être chaud, que sais-je. Et si une écharpe est un faisceau d'instances de propriété, ça veut dire que dès qu'une de ces instances se perd, cette écharpe cesse d'être cette écharpe, parce qu'elle cesse d'être ce faisceau. Et du coup, le problème du fondement est résolu parce que les propriétés modales des objets sont fondées dans les propriétés qui constituent leur faisceau. Un objet ne pourrait pas demeurer le même sans perdre une propriété du faisceau. D'accord. Bon, et ça, il est clair, il me paraît très très clair, que ce n'est pas comme ça que nous entendons les objets ordinaires de manière pré-philosophique. C'est un nouveau sens que donne Marc Jagot à ce concept. Il est clair qu'on ne considère pas qu'une écharpe cesse d'être cet objet et devient un autre objet numériquement distinct quand elle perd un fil et donc elle perd un tout petit peu de masse. Ça devient une écharpe qualitativement distincte, mais pas numériquement distincte. C'est pas ça qu'on entend par écharpe dans le langage ordinaire. Alors, ces deux méthodes métaphysiques sont soumises à des règles différentes. La métaphysique descriptive obéit à une règle d'adéquation, c'est-à-dire qu'elle doit respecter le sens que possèdent les concepts pré-philosophiques dans la langue ordinaire. Elle ne doit pas insuffler dans le résultat de son analyse de la signification qui n'existe pas déjà, qui n'est pas déjà possédée par ces concepts. La métaphysique révisionniste, quant à elle, est soumise à une règle de compensation. C'est-à-dire que quand on procède à une stipulation en changeant le sens d'un concept, la nouvelle stipulation doit avoir des avantages qui pèsent plus lourd que ses inconvénients. La nouvelle stipulation doit avoir des avantages qui font plus que compenser ses coûts. Et c'est ça qui fait qu'une stipulation est admissible. Alors que c'est la règle d'adéquation qui fait qu'une analyse est admissible. Alors, le problème, c'est que je pense que le respect de la règle de compensation ne suffit pas pour qu'une révision soit, en fait, réussisse en tant que révision. Alors, do it yourself, comment faire une révision conceptuelle? Pour qu'une stipulation révisionniste, pour qu'une révision philosophique conceptuelle réussisse, il faut certes respecter la règle de compensation, mais il faut autre chose. Il faut que le sens du concept qu'on travaille soit transformé, soit changé, qu'on lui donne un nouveau sens, sans quoi il est évident qu'il n'y a pas de révision. Mais il faut aussi que ce soit le sens de ce concept qui soit changé. Il faut que ce soit ce concept qu'on change le sens. Parce que si on se contente de créer si la stipulation ne transforme pas le sens du concept initial, mais crée un nouveau concept homonyme au concept initial, avec un autre sens, eh bien, le concept initial subsiste, on ne l'a pas révisé. On a juste créé un autre concept, un nouveau concept. Alors là, on peut prendre une analogie. Les géométries non euclidiennes ne sont pas des révisions de la géométrie euclidienne, ce sont d'autres géométries. Ce n'est pas la géométrie euclidienne mieux comprise. Et d'ailleurs, on n'a pas cessé d'employer la géométrie euclidienne. Il y a les deux types de géométrie qui coexistent, alors que
je vais y revenir, je vais prendre cet exemple plus tard, mais le sens du concept d'atome a été abondamment révisé au cours de son histoire. Ce qu'on entend aujourd'hui par atome, ce n'est plus du tout ce que Dalton entendait par atome au début du XIXe siècle, et le nouveau sens a remplacé l'ancien. L'ancien est tombé en désuétude, c'est-à-dire que la condition de conservation, ici soulignée, a été satisfaite. C'est bien de ce concept qu'on a révisé le sens. On n'a pas créé un nouveau concept d'atome, homonyme avec l'ancien, et qui coexiste avec l'ancien. Donc, pour qu'une révision soit couronnée de succès, elle doit satisfaire la règle de compensation, elle doit satisfaire la condition de transformation, sans quoi ce n'est évidemment pas du tout une révision, et elle doit satisfaire la condition de conservation. Si cette condition de conservation n'est pas remplie, le projet de la métaphysique révisionniste est en mauvaise posture, parce que l'objectif de la métaphysique révisionniste, comme je disais, c'est de résoudre des problèmes philosophiques. Par exemple, le grounding problem. Mais supposons maintenant que la condition de conservation ne soit pas remplie, c'est-à-dire que le métaphysicien révisionniste produit non pas une révision d'un ancien concept, mais simplement un nouveau concept homonyme. Imaginons que Jagot n'ait pas remplacé, n'ait pas réellement révisé le concept d'objet ordinaire, nous a simplement proposé un autre concept d'objet ordinaire, et que les deux soient disponibles. Eh bien, le problème n'est pas réellement résolu. C'est-à-dire, soit on emploie le nouveau concept, mais alors le problème ne se pose plus du tout, mais c'est simplement parce qu'on a changé de sujet, soit on emploie encore le précédent concept, mais alors le problème se pose avec la même acuité que précédemment, le problème n'est pas du tout résolu, n'a pas disparu. Je vais y revenir. Donc le résultat de cette première partie, c'est que pour qu'une révision de métaphysique révisionniste atteigne son but, elle doit satisfaire la condition de conservation. Alors je vais me demander rapidement comment la condition de conservation peut être satisfaite. Alors on peut examiner rapidement plusieurs exemples de révision réussie et de révision ratée. Alors d'abord l'histoire du concept d'atome et non pas d'électron, ne croyez pas ce que dit ce PDF. Ça, c'est l'histoire du concept d'atome, c'est un exemple classique de révision réussie. Dalton, au début du XIXe siècle, entendait par atome sensiblement la même chose que les Grecs, c'est-à-dire une petite bille très dure et insécable. Et à la fin du XIXe siècle, Thomson a découvert l'électron et s'est mis à concevoir l'atome comme une espèce de soupe positivement chargée dans laquelle flottaient des électrons négativement chargés. Suite à quoi, c'est vraiment l'histoire très schématique, mais c'est pour marquer mon point, suite à quoi Rutherford a compris que la charge négative est concentrée et que donc le bon modèle de l'atome, c'est plutôt celui de la planète, du noyau autour duquel gravitent les électrons. Puis Schrödinger a montré qu'en fait, l'atome est mieux conçu comme une forme d'onde tridimensionnelle. Bon, à chaque fois, ces nouveaux sens ne se juxtaposent pas à l'ancien. C'est la même chose qui est mieux comprise. Et aujourd'hui, quand un physicien, si vous allez voir un physicien et vous lui parlez de l'atome comme une bille dure ou bien comme une soupe positivement chargée, le physicien rira bien, parce qu'il sait bien que ces mêmes atomes dont parlait Dalton au début du XIXe siècle, ce n'est pas à ça qu'ils ressemblent. C'est un cas de révision réussie. De même, plus rapidement, le concept de baleine. Jusqu'au XVIIIe siècle, on croyait que c'était un poisson. Aujourd'hui, on sait que c'est un mammifère. Ce nouveau sens a remplacé l'ancien. On n'a pas deux concepts, la baleine comme poisson et la baleine comme mammifère. On sait que la baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Ces mêmes baleines dont on parlait autrefois en disant que ce sont des poissons. Ok. Un cas fantasque, imaginons que j'essaye de faire la même chose à propos du concept de voiture. Je dis, ok, voiture. J'ai toujours cru que c'était des engins mécaniques, mais non, je propose de réviser ce concept en disant qu'une voiture est un mammifère. Alors là, vous me direz, déjà, vous rirez bien, on n'est même pas sûr de comprendre ce que ça veut dire qu'une voiture est un mammifère, mais surtout, le précédent concept de voiture, celui que nous avions jusque-là, ne tombera pas du tout en désuétude. On ne révise pas un ancien concept en lui donnant un nouveau sens. On propose un autre concept. Un concept passablement absurde. Un exemple moins absurde, c'est la confrontation de l'identité personnelle telle que l'a définie Parfit et de l'identité personnelle ordinaire. On pourrait prendre aussi l'exemple des objets ordinaires à la Jagot et les objets ordinaires ordinaires. La conception parfitienne de l'identité personnelle n'a pas du tout remplacé le concept non parfitien d'identité personnelle. Il s'y juxtapose. Parfit nous propose un autre concept d'identité personnelle, peut-être intéressant aussi, mais ce n'est pas le même concept mieux compris, c'est un concept alternatif. Donc, on a deux exemples de révision réussie, deux exemples de révision ratée. Les deux premiers exemples satisfont la condition de conservation, les deux derniers la violent. Et je me demande pourquoi.
Alors les deux premiers constituent un cas d'apprentissage. Il y a d'abord une découverte empirique. Hein. On comprend mieux, on sait mieux aujourd'hui qu'au début du XIXe siècle ce que c'est qu'un atome ou ce que c'est qu'une baleine. Les deux derniers cas ne constituent pas des cas d'apprentissage consécutifs à des découvertes empiriques. C'est-à-dire on propose une autre manière de concevoir ces objets. Ce n'est pas l'objet mieux compris, c'est une autre conception de ces objets. Et alors, une question intéressante, c'est de savoir si c'est une conception des mêmes objets ou une conception d'autres objets, si on parle d'autre chose, évidemment. Alors, évidemment, la question, c'est de savoir, parce qu'on ne sait pas encore suffisamment maintenant, quand la condition de conservation est satisfaite ou non. Parce que ça, on va seulement repousser la question. Okay, la condition de conservation est satisfaite dans les cas d'apprentissage, mais elle n'est pas satisfaite dans les cas où on change de sujet. Qu'est-ce qui constitue un apprentissage et qu'est-ce qui constitue un changement de sujet? Dans les deux exemples d'apprentissage que j'ai pris, il y a d'abord des découvertes empiriques, qui ensuite sont suivies d'une modification du sens d'un concept. On intègre dans le sens du concept l'information empiriquement acquise, et cette information, cette modification permet de mieux comprendre l'objet auquel réfère le concept. Dans les cas de révision ratée, donc C et D, il s'agit de pure stipulation, de stipulation qui n'est pas précédée par une découverte empirique. Donc, comme cette stipulation n'est pas contrainte par une découverte empirique, elle doit être contrainte par autre chose, pour ne pas être purement gratuite. Et elle est contrainte par une analyse coût-bénéfice, calcul coût-bénéfice dont j'ai déjà parlé. Évidemment, un tel calcul coût-bénéfice, et ça c'est un point très important que je n'ai pas encore évoqué, un calcul coût-bénéfice n'est pas favorable dans l'absolu, il est favorable à certains égards. C'est-à-dire que, on peut dire, oui, le nouveau concept est mieux que l'ancien, mais il ne l'est jamais absolument. Il est toujours à certains égards. Le concept d'objet ordinaire de Marc Jagot est mieux que le précédent parce qu'il résout le paradoxe, le problème du fondement. Il n'est pas mieux absolument. Il y a peut-être certains égards auxquels le précédent concept d'objet ordinaire est préférable. Il me paraît évident que pour que le nouveau sens du concept remplace l'ancien, c'est-à-dire que pour que la révision satisfasse la condition de conservation, dans le cas d'une pure stipulation, il faut que le nouveau sens stipulé soit meilleur que l'ancien sens du concept, mais soit meilleur au même égard. Parce que s'il est meilleur à un autre égard, il est évident qu'il est pertinent de conserver les deux concepts, chacun dans sa finalité propre, hein, chacun à sa fin propre. Si l'identité parfitienne et l'identité ordinaire sont utiles à des égards différents, donc si l'identité parfitienne est plus à même de résoudre des problèmes métaphysiques, mais si l'identité ordinaire est plus souple et nous permet mieux de vivre avec des personnes de chair et d'os, alors le nouveau concept ne doit pas remplacer l'ancien. Les deux doivent cohabiter. Donc la condition de conservation ne peut pas être satisfaite. Pour qu'elle soit satisfaite, il faut que le nouveau concept soit meilleur que l'ancien au même égard. Et on pourrait peut-être même dire à tous égards, mais ça ne fait que renforcer ma thèse. Alors, pour qu'une révision conceptuelle soit couronnée de succès, c'est-à-dire pour qu'elle respecte la condition de conservation, en plus de la condition de transformation et de la règle de compensation, elle doit satisfaire l'un de ces deux critères. Soit elle résulte d'une découverte empirique et nous permet de décrire plus adéquatement l'objet concerné, c'est ce qu'on a vu avec l'atome, avec la baleine, soit elle résulte d'une analyse coût-bénéfice, mais alors elle doit être plus bénéfique que l'ancien concept, au même égard. Sinon, elle ne remplace pas l'ancien concept. Ce n'est pas une révision de l'ancien concept, c'est un nouveau concept, un autre concept, qu'il est possible d'utiliser dans d'autres contextes. Ok. Donc si une révision ne remplit aucune de ces deux conditions, elle échoue en tant que révision. C'est-à-dire qu'elle ne révise pas un concept, elle crée un homonyme. Alors dans une troisième partie, je vais me demander si la métaphysique révisionniste peut satisfaire l'une de ces deux conditions. Alors il me paraît évident que ce n'est pas la première, parce que les métaphysiciens, je l'ai dit, ne sont pas, en tout cas ceux qui font de la métaphysique depuis leur fauteuil, ne s'attachent pas à faire des découvertes empiriques. Donc là j'accepte évidemment la métaphysique fondée sur la physique. J'avance. Oui, la condition que les métaphysiciens révisionnistes doivent viser, doivent essayer de satisfaire, c'est la condition 2. C'est-à-dire qu'il faut que, pour que leur révision soit couronnée de succès, il faut que leur révision, leur modification du sens d'un concept, permette de créer un concept meilleur que le précédent, mais au même égard. Et en effet, c'est ce que les métaphysiciens révisionnistes, me semble-t-il, prétendent faire dans la mesure où ils ne prétendent aucunement que leur révision procède d'une découverte empirique, mais ils affirment volontiers, comme le fait Seider ici, qu'elle doit résulter d'une analyse coût-bénéfice. Alors,
Maintenant, je vais essayer de montrer que les métaphysiciens révisionnistes sont en très mauvaise posture, par définition, pour satisfaire cette condition 2. La condition 1, ils n'essayent même pas. La condition 2, c'est-à-dire produire un nouveau sens pour l'ancien concept, meilleur que le sens de l'ancien concept au même égard, les métaphysiciens révisionnistes sont en très mauvaise posture pour satisfaire cette condition, relativement au concept tiré du langage ordinaire. Parce que le langage ordinaire ne s'est pas développé dans le but de résoudre des paradoxes métaphysiques, me semble-t-il. Il est adapté à d'autres fins, la communication, l'efficacité, la capacité d'agir dans le monde, parfois même à l'efficacité, non, parfois même à la poésie, c'est ça que je voulais écrire. En tout cas, pas résoudre des paradoxes métaphysiques. Et par conséquent, il me paraît a priori très douteux que les concepts métaphysiquement révisés dans le but de résoudre des paradoxes métaphysiques, aient des chances de surpasser les concepts ordinaires pour la conduite de la vie ordinaire, c'est-à-dire à l'égard auquel ces concepts sont pertinents. Ils peuvent être pertinents à un autre égard. Mais du coup, produire un nouveau concept métaphysique comme ça, ce n'est pas réviser, ce n'est pas remplacer les anciens concepts, c'est produire d'autres concepts homonymes. Donc l'exemple très rapidement de l'identité parfitienne, ça c'est un exemple que prend Maria Schechtman en discutant l'identité parfitienne. Parfit admet la détermination extrinsèque de l'identité. Si je me fais téléporter sur Mars, et je suis psychologiquement continu avec la personne téléportée sur Mars, je suis cette personne. Mais si je me fais téléporter sur Mars et en même temps sur, sur une autre planète, eh bien, aucun de ces deux individus n'est moi. Ça résulte de la définition que donne Parfit de l'identité personnelle. Okay. Et ça, remarque Schechtman, ce n'est pas pratique du tout. Il dit, imaginez que quand mes parents viennent me récupérer à l'aéroport sur Mars, à la station de téléportation sur Mars, ils ne puissent savoir si leur nièce adorée est réellement parvenue sur Mars, même si elle est assise, elle paraît être assise à l'arrière de la voiture en train de donner les nouvelles de la famille. Parce que évidemment, c'est un peu exagéré comme exemple, c'est un peu comique, mais il me semble que ça montre quelque chose, ça montre exactement ce que je veux dire, c'est qu'un concept plus adapté pour résoudre des paradoxes métaphysiques n'est pas forcément, en fait, a toutes les chances de ne pas être un concept plus adapté pour la conduite de la vie ordinaire. Et les concepts ordinaires, avec leur sens pré-philosophique, ont toutes les chances de surpasser les concepts métaphysiques à cet égard. D'accord, donc les métaphysiciens révisionnistes, si ça c'est correct, sont en très mauvaise posture pour satisfaire la condition 2, et donc pour satisfaire la condition de conservation. C'est-à-dire que les concepts qu'ils proposent, en fait, ne permettent pas réellement de réviser les concepts ordinaires, mais seulement de créer de nouveaux concepts homonymes. On a le choix entre les uns et les autres. Et si ça c'est vrai, je pense que c'est un énorme problème pour le projet de la métaphysique révisionniste. Parce que ça veut dire que les solutions que proposent les métaphysiciens révisionnistes aux paradoxes métaphysiques sont soit fausses, soit triviales. Alors, c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. On suppose ces 4 conditions remplies. La première condition, un certain concept ordinaire C, semble donner lieu à un paradoxe métaphysique. Par exemple, le concept de bateau, qui, étant vague, donne lieu à un sorite, à un problème du type bateau de Thésée. Considérons un autre concept C', qui soit une version métaphysiquement révisée de C, destinée à résoudre ce paradoxe. Par exemple, on stipule qu'un bateau cesse d'être ce bateau quand il a perdu exactement 50% de ses planches. Ce n'est pas ce qu'on entend habituellement par bateau, ça ne fait pas partie du sens du concept ordinaire de bateau. Supposons qu'on stipule un concept de bateau tel que il cesse d'être ce bateau exactement à cette condition, exactement à ce moment. Appelons P maintenant la proposition énonçant comment le problème est résolu. Par exemple, le sorite est résolu parce qu'un bateau perd son identité lorsque 50% exactement de ses planches ont été remplacées. Et quatrième condition, supposons que la condition 2 n'est pas remplie. C'est-à-dire C' n'est pas le même concept que C avec une nouvelle signification, c'est un autre concept. C et C' subsistent tous deux. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, l'entreprise de révision échoue à résoudre quoi que ce soit. Parce que l'occurrence du concept pertinent dans P est soit C, soit C'. Si c'est C, alors P est fausse. Il est faux qu'un bateau, entendu au sens ordinaire, devient tout d'un coup un objet numériquement différent lorsqu'il perd sa planche cruciale. Et si c'est C', alors P est trivial. Bien sûr, si on commence par définir un concept à propos duquel le problème ne se pose pas, eh bien ce problème ne se pose pas. Mais on a juste changé de sujet. C'est-à-dire le problème continue à être posé intact par le concept C. On n'a rien résolu, en fait. Alors, ça, ce n'est pas juste pour
ancrer un peu ce propos, j'aimerais prendre un exemple d'une théorie métaphysique qu'on a rejetée exactement pour cette raison, me semble-t-il. Et je veux prendre exemple de ce cas pour dire, si on a rejeté cette théorie pour cette raison, et si cette raison s'applique à tous les cas de révisionnisme métaphysique semblable, alors pourquoi ne pas abandonner tous ces cas? Alors c'est l'exemple de la théorie de l'identité relative de Gitsch. Alors je dis presque plus personne ne l'admet, parce que c'est possible que certains continuent de la défendre, mais c'est une théorie qui est mal vue, très mal vue, pour une raison précise. Donc on a vu le problème de la coïncidence, hein, la motte d'argile et la statue. Parfois deux objets semblent distincts alors qu'ils coïncident exactement, ça pose problème, et la solution de Gitsch, c'est de relativiser l'identité à un sortal. Certes, ils sont numériquement identiques relativement à un certain sortal, peut-être objet matériel, mais ils sont numériquement distincts relativement à un autre sortal, peut-être celui de statue. Le problème que ça pose, c'est un problème qu'a bien relevé Huygens, c'est que ça oblige à abandonner la loi de Leibniz, à dire que deux objets peuvent être numériquement identiques à certains égards, mais pas à d'autres. Mais dire que deux objets sont numériquement identiques, ça veut dire que ce ne sont pas deux objets, ça veut dire que c'est un objet, un seul et même objet. Et cet objet ne peut pas différer de lui-même, avoir d'autres propriétés que celles qu'il a. Donc ça veut dire que si on abandonne la loi de Leibniz, ce dont on parle, en fait, ce n'est plus l'identité numérique. On parle d'autre chose que de l'identité numérique. On parle d'un autre concept. Et alors, si on parle d'identité numérique, on n'a rien résolu du tout, le paradoxe demeure intact. Et si on se met à parler de l'identité au sens de Gitsch, alors oui, le paradoxe disparaît, mais on a changé de sujet. On n'a pas résolu le problème, on a changé le sujet. Alors je conclus, je crois que c'est l'heure. La leçon que je veux tirer de cet exemple final, c'est la suivante. Si on a rejeté l'identité relative, justement parce que, pour la raison pour le problème que j'ai soulevé à propos de la métaphysique révisionniste en général, alors pourquoi ne pas abandonner la métaphysique révisionniste en général? Et alors, mon exposé, je sais, a paru purement négatif, nihiliste, destructeur, mais en fait, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de dire qu'il y a une autre voie possible en métaphysique, métaphysique descriptive, évidemment. Je pense que cette voie est extrêmement féconde, même si je pense qu'elle n'est pas dominante dans la métaphysique contemporaine. Je pense qu'elle gagnerait à le devenir, ou au moins à être davantage développée. C'est pour modestement essayer de pousser en ce sens que j'ai présenté cet argument contre la métaphysique révisionniste. Je vous remercie.